Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 34 de Carter et Piston, un numéro qui sent bon le printemps, un numéro de début de saison dont voici le sommaire. Nous parlerons du marché de l'occasion. Nous parlerons aussi de la nouvelle Ducati Monster qui change de look mais pas d'esprit. Nous irons à la rencontre d'un artiste qui s'exprime sur vos motos. La Kawasaki Z900, un roadster de caractère, mais qui a aussi sa place en ville. Une bécane de légende, la Honda CBX 1006 cylindres. Une BMW, sinon rien. Rencontre avec un passionné de la marque munichoise. Jean-Yves, notre spécialiste de l'assurance, est bien sûr au poste. Enfin, nous ferons un tour de la remise en route avec la WSR. Pour cette émission, je suis à Trois-Ponts, chez Patrick Chavannes. Patrick Chavannes n'est pas du tout un inconnu dans la région. Je suis entouré de petites merveilles. Patrick, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Impeccable. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir dans cet endroit qui est quand même un endroit qui sent bon la passion. Parce qu'en fait, il n'y a que des motos d'exception ici. Oui, ben, c'est une passion pour moi déjà au départ, puisque moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Et les clients, quand ils arrivent ici, ils se retrouvent dans leur enfance. Ils découvrent des choses qu'ils ont connues, qu'ils ont vues. Tout à fait. Et c'est un plaisir pour moi aussi. Toi, tu as une histoire longue, évidemment, de la moto, parce que tu as fait de la compétition. C'est un peu par là que tu as commencé, en fait. Oui, bien sûr. Quand j'ai commencé de la compétition, j'ai d'abord roulé en motocross, et puis j'ai commencé la compétition en vitesse à l'époque, parce que je rêvais de ça depuis que j'étais gamin. Bien sûr. Donc, ouais. Et c'est vrai que c'est toute une histoire de passion et de vie avec des motos. Et maintenant, je revis avec toutes les motos que j'ai vues en grandissant. Bien sûr. Bon, on peut quand même souligner que tu as roulé en Grand Prix. Oui, bien sûr. J'ai fait surtout beaucoup de championnats d'Europe à l'époque, et quelques grands prix. Et voilà. Des souvenirs plein la tête, avec des pilotes de légende à l'époque, évidemment. Oui, bien sûr. J'ai roulé avec Schwann, Saron, plein de gens. Qui ont fait l'histoire de la moto, en fait. Exactement, toute une époque extraordinaire de la moto de course, quoi. Alors, dans ton garage, évidemment, on peut trouver tout. On peut trouver des motos, évidemment, qui sortent bon de la compétition, mais des motos aussi beaucoup plus anciennes. Mais il y a quand même un dénominateur commun, c'est que pratiquement toutes ces motos font partie de la légende du deux roues. Tu es vraiment spécialisé dans la moto de collection. Oui. Ça, c'est vraiment que ça. C'est ton fonds de commerce. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ma passion, c'est ma vie. Bon, c'est vrai que je suis peut-être plus porté sur les motos que j'ai vues quand j'avais 12-13 ans et qui m'ont fait rêver, les Kawa 900, les Honda 750 Four, les Honda... toutes les motos principalement japonaises, mais je travaille aussi sur des anglaises, Bien des sûr. italiennes, tout quoi. Alors, la moto de collection, un investissement, Patrick? Oui, bien sûr. Maintenant, on arrive à voir les prix des motos de collection qui deviennent vraiment énormes sur certains modèles. Vraiment, ça devient... Et beaucoup de gens investissent là-dedans plutôt que de placer leur argent à la banque, qui ne rapporte plus rien. Ah, il est sûr et certain qu'une moto de collection prend plus de valeur qu'un compte bloqué à la banque. Bien sûr, il y a des motos qui étaient des motos à 10 000 euros il y a 10 ans d'ici, qui maintenant ont pratiquement doublé de prix, quoi. Ah oui.
Donc, Ça, c'est quand même une belle plus-value. À côté du fait d'avoir un bel objet à la maison. Voilà, et ils se font plaisir en même temps. Donc, Oui, voilà. Alors, dans les gens, dans tes clients, ce sont des purs collectionneurs, c'est-à-dire des gens qui prennent la moto, ils la mettent chez eux, ils ne roulent pas avec, ou bien ils roulent avec leur moto? il y a vraiment de tout. Au fait, il y a les collectionneurs qui, eux, sont des gens qui... Des maniaques, quoi. Et Un des peu. boulimiques, ils veulent tout. Ils veulent acheter une, puis après ils veulent l'autre, et puis ils veulent la suivante, et puis ils veulent tout. Et puis il y a les passionnés, il y a les gens qui ont rêvé, comme moi, quand j'avais 12-13 ans, d'avoir, par exemple, une Kawa 900, Ouais. et qui l'ont vu, et qui n'avaient peut-être pas les moyens à l'époque, parce qu'on est jeune, et puis après on fait des enfants, on se marie, on fait des Bien enfants, sûr. et puis on arrive à 40, 50 ans, et on se dit, tiens, je me ferais bien plaisir, je vais m'acheter la moto dont je rêvais quand j'étais gamin. Bon, ben forcément, les gens veulent retrouver la moto de leurs 18 ans, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des thèmes? Je vais faire que les Honda, ou je vais faire que les sportives. Ah oui, mais il y a de tout. En fait, il y a des gens qui veulent que du Kawa 900, ils veulent peut-être tous les modèles de Kawa 900 qui ont existé, Oui. puis après ils passent à la Kawa 1000 parce qu'ils ont eu toutes les 900, et puis dans les Honda c'est pareil, il y a des gens qui n'ont que du Honda, des collectionneurs de Honda, j'en connais qui ont mais des dizaines de Honda, mais Ah oui. pour pas dire plus, parce que ça devient vraiment de la boulimie C'est dingue. Et tous ces trésors sont finalement pas très loin de chez nous. Non, mais bien sûr, il y en a partout. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours prêts à dire j'ai tout ça chez moi, parce que maintenant, à l'époque où on vit, on n'a pas toujours envie de savoir que tout le monde sache ce qu'on a. Oui, bien sûr. Mais non, il y a pas mal de collectionneurs en Belgique. J'ai une question qui me taraude, moi. Est-ce que tu crois qu'on est les derniers à nous intéresser à ça? Qu'est-ce qui va devenir de ces collections-là quand notre génération ne sera plus ou en état de les entretenir ou va disparaître? Mais ça, c'est la question. Je ne sais pas très bien comment le marché va Est-ce que tu as des jeunes dans tes évoluer. collectionneurs? Oui, des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est des gens de 30, 40 ans mais dans les tout jeunes. Le problème qui se passe maintenant, et qui est pour l'avenir, je pense, c'est que il y a beaucoup moins de jeunes passionnés à 16 ans. Nous, on attendait nos 16 ans pour avoir notre cyclo c'est et vrai. pour faire les tours. Maintenant, ils attendent leurs 16 ans pour avoir leurs 11 ans pour avoir un smartphone et pour jouer dedans. Ouais. Donc, il y a beaucoup moins de jeunes passionnés. Mais j'en ai encore quand même. J'ai encore des jeunes, notamment un petit jeune qui est venu avec son père acheter des pièces et tout ça, qui est vraiment un passionné. D'accord. Il a Il en 15 reste ans. encore. Il en reste encore, oui. Mais c'est vrai que avant, c'était la Parce majorité qu'à un des moment gens. donné, toutes ces motos de collection ne vont pas avoir un petit problème de valeur parce qu'il y aura plus de demande. À part le caractère historique des motos, je me dis quand même que nous, on est vraiment les derniers à vraiment en profiter parce que quand on est dans un endroit comme ceci, quand on est chez un collectionneur, on a les yeux qui pétillent, quoi. Vraiment. Peut-être, mais quand je vois, maintenant, j'ai mon fils qui commence à venir avec moi, qui a 24 ans, donc il est jeune, passionné aussi, mais bon, il a grandi dedans. Hein, Ouais, il est tombé dedans, lui. Il est tombé dedans, dedans quand il était petit. Et lui est en train de voir un peu les choses différemment de moi. C'est-à-dire que lui, il passe à la génération après de motos. Donc maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les young timers, les motos des C'est ça. années 90. Voilà, oui. Et donc, lui me dirige plus vers ça, et il a raison, parce que c'est ces gens. Et je sens bien qu'il y a des gens qui viennent pour des ZXR, pour des Cyber Et 900. là, il y a de bonnes affaires à faire. Exactement. Et c'est des motos qu'on trouve encore maintenant à des prix tout à fait abordables. Ouais, bien sûr. Et on peut se faire plaisir à pas trop d'argent. Oui, tout à fait. Patrick, en 1992, Ducati a sorti une moto qui est devenue une moto légendaire, la Monster. Moi, je me rappelle quand cette moto est sortie, ça m'avait vraiment donné une gifle parce que c'était brutal, dépouillé, un cadre treillis, ça avait une identité très forte. C'est une moto qui faisait rêver et même peut-être un peu peur, entre guillemets, mais c'est une moto qui a une carrière énorme. Et cette année, la Monster fête ses 30 ans. Mais elle vient de perdre son cadre treillis. Alors, est-ce qu'elle a perdu son identité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. I wanna be golden, rose, rose colored gold.
touched by the sun. I wanna feel chosen, like you pull me right out of the rainbow. I wanna feel, I wanna feel 1992, c'est en 1992 et au début de l'année 1993 que les Italiens de chez Ducati ont vraiment mis une claque dans le monde motocycliste. Les claques, ça a existé pendant toute la production motocycliste. On se rappelle, 1969, la Honda CB 750 met une claque au monde de la moto. 1993, Ducati met une claque au monde de la moto avec la sortie de la Ducati Monster. À l'époque, cette moto, rien qu'à la voir en concession, faisait augmenter le rythme cardiaque, faisait augmenter la pression sanguine des motards qui la regardaient. Cette moto impressionnait avec son cadre treillis, son moteur apparent, ses gros freins. C'était en fait une sportive dépouillée et cette moto a fait envie et a impressionné beaucoup de motards. 30 ans d'évolution qui ont amené en fait pratiquement la formule de base jusqu'à son essoufflement et au moment du changement. Le changement, c'est quoi? Principalement, la nouvelle Monster, la voici. Avouez comme moi qu'elle n'a pas perdu en beauté, ça reste une moto magnifique, les Italiens savent faire de belles motos, mais elle a en effet perdu son cadre treillis. C'est pas pour moi une perte insondable. Certains ont crié au scandale quand les premières photos ont commencé à circuler sur la nouvelle Monster parce qu'elle avait perdu son identité. Pour rappel quand même, les nouvelles Panigale ne sont plus non plus équipées d'un cadre treillis, mais la moto étant carénée, ça lui faisait moins d'identité sur la Monster. Alors on est ici en fait sur le modèle 2021 qui sera bientôt en concession. Cette moto en fait on l'essaye aux Pays-Bas qui n'est pas réputée pour la multiplication de ses virages, mais quand même on a pu essayer la moto. Moto en fait qui répond pour moi au vrai esprit de la Monster. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une moto qui est courte, c'est une moto qui est fine entre les jambes, elle conviendra au plus grand nombre et évidemment à ceux qui sont un peu plus petits en taille que moi. Cette moto, moi je trouvais confortable, j'ai fait environ 4 heures de route, j'ai pas de problème, j'ai pas les genoux trop pliés, on a une bonne position de conduite, un guidon bien large qui permet d'avoir une bonne préhension de la moto pour de la maniabilité en ville. On descend à 10 km/h en deuxième, on garde ce caractère du bicylindre qui est un peu cogneur sur les bas régimes. Après, ce n'est que du bonheur pourquoi? Parce qu'on bénéficie d'un shifter up and down d'origine. On bénéficie de 3 modes de conduite, on est en sport, en touring et en rain. J'ai préféré le sport parce que la réponse des gaz est plus directe et c'est mieux. On est sur un roadster, donc on n'est pas sur une selle moelleuse comme sur une grande routière, mais sincèrement, le confort il est là. Au niveau protection, on est au minimum syndical, c'est un roadster. Il existe une option pour avoir ici un petit pare-brise. Tant qu'on est sur l'avant de la moto, il faut souligner la très très bonne lisibilité. Malgré beaucoup d'informations sur l'écran TFT, il reste très très lisible, même sur des journées très ensoleillées comme celle-ci. Et puis alors évidemment, on a cet agrément moteur, on a cette patate 115 chevaux. C'est pas une puissance démentielle, on est bien d'accord. Mais en tout cas, quand on ouvre les gaz, le compteur s'affole aussi vite que le compte-tour. J'aime autant de vous dire que ça pousse vraiment bien. C'est très impressionnant parce que ce moteur prend 10 000 tours. Et il les prend avec rage. Donc on retrouve en fait tout l'esprit qui animait la Monster de 1992, de 1993, avec en fait un peu plus de civilité. C'est un petit peu plus lisse quand même que les moteurs de l'époque. Pourquoi? Parce que là maintenant, bien, on a l'injection évidemment, on a des cartographies électroniques qui permettent d'avoir une meilleure exploitation du moteur, que ce soit dans les sous-régimes ou dans les hauts-régimes. C'est vraiment quelque chose qui respire bien, c'est une vraie Ducati, c'est-à-dire ça cogne un peu en bas toujours, effectivement, ça fait partie de l'esprit, ça fait partie d'un Monster, mais dès que vous ouvrez les gaz, j'aime autant de vous dire qu'on rentre dans une autre dimension. J'ai pas beaucoup de griefs à lui faire. Pour moi, c'est une moto qui est bien née. Pour moi, c'est une moto qui va avoir une deuxième jeunesse. Et ce cadre, sincèrement, peut-être au niveau du look, pour certains, ne change pas grand-chose. On a pris quelques courbes à haute vitesse. La rigidité est là. C'est une Ducati, ça tient le pavé. C'est amusant à conduire. En 92, c'était impressionnant. 30 ans plus tard, ça l'est toujours. J'ai vraiment apprécié cet essai. Si vous avez la possibilité d'aller chez un concessionnaire Ducati, vous n'hésitez pas, vous allez chez un concessionnaire, vous allez demander les 7 motos, elles vont arriver en concession. Vous allez être séduit par la manière
dont ce roadster roule, la Monster n'est pas morte. On est au printemps, on est à la veille du redémarrage de la saison qu'on espère un peu plus cool que celle de l'an dernier. On espère avoir des restrictions qui se lèvent et pouvoir un peu profiter de nos motos. Enfin bon, on peut rouler pour le moment, hein, donc c'est déjà pas mal. Le début de saison, c'est toujours le moment où on rachète des motos, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Je voudrais qu'on parle un peu plus du marché de l'occasion, parce que c'est un marché énorme. Bien sûr, bien sûr. Et il y a énormément de motos sur le marché en plus. Oui, tout à fait. Alors bon, il y a des filières pour les trouver, soit on fait les petites annonces, on va sur des sites comme Deuxième Main, comme Autoscout, comme Le Bon Coin, pour ne citer que ceux-là. Ça, c'est pour trouver des motos qui sont aussi bien sur le circuit professionnel que sur le circuit particulier. Toi, évidemment, tu es un professionnel. Bon, il y a des avantages à acheter sa moto chez un professionnel. Oui, bien sûr, bien sûr. L'avantage déjà, c'est d'avoir une garantie chez un professionnel qui, lui, pour garder une bonne réputation, est quand même obligé de vendre ou alors il perd sa réputation. Mais bien sûr, c'est pas le but. De garder des véhicules en état et de vendre des véhicules dans lesquels il a confiance. Oui, donc des véhicules révisés, en ordre. Révisés. Moi, quand je vends un véhicule, je veux être sûr que je n'aurai pas de soucis après. Parce que c'est le meilleur moyen de garder une bonne clientèle. Exactement. Et de faire confiance aux gens, de donner la confiance aux gens. Donc des véhicules révisés, donc des véhicules qui sont garantis. Ça, c'est quelque chose évidemment qu'on ne trouve pas sur le circuit des particuliers. Avant d'aller un peu plus loin, on va parler de l'occasion pendant pratiquement toute l'émission. Avant d'aller un peu plus loin, j'ai récemment posé mon séant sur une moto de légende, une Honda 1000 CBX 6 cylindres. J'ai essayé cette moto, c'est extraordinaire. Tu as des souvenirs avec cette moto? Ah oui, c'est un moteur extraordinaire. Le moteur, déjà, rien que de regarder le moteur, c'est une pièce à mettre dans son salon. Enfin, pour moi, hein, je veux dire, toutes les femmes ne seront pas d'accord, mais... En général, c'est vrai qu'elles ne sont pas d'accord. C'est une pièce magnifique. Bon, c'est une moto, voilà. À l'époque, les Japonais n'avaient pas encore tout capté au niveau de la tenue de route et du freinage. C'est vrai. Donc, c'était une moto assez difficile à conduire. Enfin, ça tournait. Franchement, ça ne tenait pas bien la route, ça freinait pas bien. Mais qu'est-ce que c'était un moteur agréable, un 6 cylindres. Le son du moteur, la montée en régime de ce moteur-là, c'était extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne fera plus dans ce look et dans cette... Exactement. Je crois que tu as donné vraiment envie à tout le monde de voir ce reportage. On va découvrir cette Honda 1000 CBX. En 1978, le salaire moyen était d'environ 25 000 francs belges, 24 000, ce qui correspond à environ 595-600 euros. Et en fait, ça demandait quand même un certain effort de s'acheter un véhicule à l'époque, comme maintenant d'ailleurs. Et pour environ 3 500-4 000 euros, vous aviez la possibilité de vous acheter ça, ou la voiture de l'année, la Porsche 928, mais qui, elle, valait quand même à l'époque 25 000 euros, ce qui fait quand même que cette voiture n'était pas accessible à tout le monde. En rajoutant un petit peu d'argent, pour 4 800 euros, vous pouviez vous acheter ça. La Honda CBX 1000 6 cylindres. La première moto de série dépassant les 100 chevaux, 105 exactement, 24 soupapes, une cathédrale à 6 cylindres, 6 carburateurs et 10 000 tours minute. Voici comment on peut résumer une 1000 Honda CBX, digne héritière des 6 cylindres de Grand Prix de Michael Wood. Elle pouvait vous emmener à plus de 220 km/h en quelques secondes. À l'époque, cette machine était le synonyme de performance et rêve absolu de tout motard. Avant même de vous approcher, le moteur saute aux yeux. Il est l'élément roi. Il se suffit à lui-même, le châssis est juste là pour le supporter, les roues pour le déplacer. Cette moto est un moteur. En fait, ce moteur est à peine plus large de 5 cm que celui de la CB 750. Mais au lieu d'être large en bas, à la hauteur des carters, il est large d'épaule et sa culasse est imposante, avec son double arbre bien visible, car dégagé de toute tubulure du châssis de type ouvert. Salut Christophe. Bonjour. Dis-moi,
Quelle idée d'acheter ça? Ah non, c'est une très bonne idée. Quand j'étais gamin, j'étais plutôt orienté tout terrain, Ouais. donc je m'occupais pas trop de tout ce qui roulait sur la route, mais il y avait une ou deux motos que je regardais quand même passer, dont celle-ci, Ouais. La moto de tes 18 ans, c'était quoi? une XT 550. D'accord. C'est vrai que tu as été très orienté tout terrain, tu as fait beaucoup d'enduro, tu as quand même 2 Dakar à ton actif, hein, ce qui n'est quand même pas de la roupie de Sansonnet. Non plus, je m'en souviens. J'ai pu imaginer. Belle carrière de motard, évidemment. Et là maintenant, l'off-road fini? Non, j'en fais encore un petit peu, mais là j'ai eu un accident de bûcheronnage l'année passée, Ah oui. donc avec une belle jambe explosée. Ouais. Donc j'attends un peu de voir ce que ça va redonner, Ouais, bien mais de sûr. toute façon dans les conditions actuelles en Belgique, tu sais bien, Ouais. C'est effectivement très très compliqué. Par contre, quelle machine plaisir. Il n'y a pas que ça dans ton garage. Tu as toujours ton XT de tes 18 ans, Ouais. qui est dans son jus, c'est assez rigolo d'ailleurs. qui démarre au quart de tour. Ce qui est exceptionnel parce qu'une XT en général, ou elle démarrait à froid ou elle démarrait à chaud, la tienne démarre tout le temps. Ouais. La 550, c'était le côté exceptionnel Ouais. dans la série XT, c'est celle qui démarre le plus facilement. Alors en fait, tu t'es fait plaisir, il y a une Kawa 900Z Oui, 76. de 1976, cette Honda 6 de 1978, et arrive dans ton garage très bientôt une nouvelle Kawa Z900 RS pour te faire plus plaisir, peut-être en emmenant madame pour faire un petit tour, moto très souple, confortable. On est sur le multicylindre, la culture du multicylindre, et donc en fait, cette moto-ci a quand même une histoire assez extraordinaire, parce que, pas celle-ci précisément, mais ce modèle, c'est qu'en fait, quand cette moto est sortie, c'était la première moto à faire plus de 100 chevaux, ça a fait rêver évidemment tout le monde. Ça a calmé aussi beaucoup de gens après l'avoir essayé, parce que c'est une moto qui pousse, c'est un moteur de feu de Dieu, mais le reste, il faut bien avouer que c'est un petit peu à la ramasse. Déjà à l'époque, on avait pas mal de critères négatifs sur cette moto, sur sa tenue de route et son freinage. Ça l'est encore plus aujourd'hui, quand on l'utilise dans les conditions actuelles, en ayant des repères actuels. Parce que maintenant les motos ça freine, il y a de l'ABS partout, il y a des cadres, ça tient la route. Le gros progrès évidemment aussi sur les pneumatiques qui ont été faits depuis 40 ans. Mais ceci reste quand même exceptionnel à conduire. Mais c'est la grosse différence avec la Z900, c'est que je trouve que ça, pour une moto de 78, c'est vraiment étonnant. Oui. Et même au niveau freinage et partie cycle, c'est pas catastrophique du tout. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire que ça. Oui. Et on peut aller se balader et se mêler à un groupe de motards de maintenant. Alors, cette moto elle a combien de kilomètres? Elle a réellement 63 000 km. Ce qui est quand même pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup. Elle a appartenu à 2 personnes précédemment. Une qui a fait 4-5 000 et le primo propriétaire qui, lui, avait fait le reste sur les 25 premières années de sa vie. Qui fait 2000-2500 bandes par an. Ouais. Donc c'était pas vraiment un gros rouleur. Ce qui fait que effectivement cette moto est dans son jus, Complètement. complètement dans son jus, et elle est dans un état parfait. Il n'y a que le moteur qui a été refait Oui. pour le mettre, pour être sûr, mais il n'a pas été ressablé. Donc de l'extérieur, rien. De l'intérieur, on a refait la segmentation, tout a été fait par le deuxième propriétaire. Oui. Et la selle, à part ça, Quand on voit la qualité de la peinture, on voit qu'elle a un peu vieilli, on voit qu'elle a un peu d'âge, mais ça reste parfait, Ouais. ça reste vraiment parfait. Et la finition générale de cette moto est au-dessus du lot. Honda a toujours fait de bonnes motos, a toujours fait de belles motos depuis la CB 750 qui a un peu révolutionné le monde de la moto. On peut quand même imaginer en 1978 la claque que ceci a donné à la concurrence. ouais, parce qu'au niveau qualité et finition, c'était au-dessus de tout. Et d'ailleurs, Honda avait voulu la faire pour ça, en Ouais, disant tout à fait. maintenant le patron, c'est nous. Ouais. Voilà notre vitrine. Ouais. Ils ont un peu assis tout le monde, c'est vrai. Le mouvement 6 cylindres était né en 72 avec Benelli, qui avait créé sa 750 Sei, qui est passé ensuite à 900 cm3. En termes de 6 cylindres, Kawasaki a donné la réplique Ouais. très peu de temps après avec la Kawasaki 1300, 1300 là. ouais, qui était un refroidissement liquide, différent à ceci, et qui faisait à l'époque la puissance astronomique de 120 chevaux. Donc c'était aussi respectable. Ça a eu la même. C'est la prochaine. Ben oui, pourquoi pas. Ça a eu en fait la même durée de vie. C'est resté relativement confidentiel. Je l'ai dit au début du reportage, ça valait quand même un peu d'argent. Hein, donc c'était pas à la portée de toutes les bourses. Comme toutes les motos d'exception de l'époque, rouler en moto de ce type, c'était quand même un signe un peu extérieur de richesse ou de passion absolue. Ouais.
Alors tu m'as dit qu'on pouvait tout à fait se balader en temps normal avec des potes équipés de motos modernes. Il n'y a personne qui va nous accompagner, mais tu peux imaginer grandement que je trépigne intérieurement, tu vois. Tu n'as jamais essayé. Je veux essayer cette moto. Donc si tu me le proposes, forcément je vais sauter dessus. Mais bien sûr, je te le propose. C'est parti. Le concert commence. Un feulement discret au ralenti, un peu de bruit en provenance de la transmission primaire à taille droite, un coup de gaz, le contour s'affole, le feulement devient rugissement. Vous êtes aux grandes orgues. Pour écouter la musique qu'on aime, en général, on met à fond. Là, c'est pareil. Le contour monte en un éclair, le compteur aussi, le tempo et la sonorité changent avec un gain de sauvagerie après 7000 tours. Le tout sur un fond de hurlements en plus. La boîte est bien étagée, mais un peu lente. C'est pas grave, le moteur est si plein que ça pousse tout le temps et en allongeant à outrance. Un régal. Les 105 chevaux sont vraiment là et les sensations sont bien différentes qu'avec un 4 cylindres. Ça allonge et chaque tour moteur est puissamment relayé. Ce moteur a bien un tempérament sportif. Attention, virage à l'horizon. Là, les limites de la CBX se classent en deux familles, freinage et rigidité. D'abord, l'examen de la partie cycle vous a laissé un léger doute avant de démarrer. Une fourche de 35 mm, c'est ce qui équipe ma TLR 200 Trial, qui date, elle, de 1983. Alors, avec 105 chevaux, moto et pilote lancés à pleine vitesse, il va falloir un miracle pour que ça passe tout droit. Le double disque avant de 270 mm, identique à celui de la CX500, est un tantinet light et est totalement débordé par le poids en mouvement. Il apporte peu de mordant du fait des étriers à simple piston et on ralentit plus qu'on ne freine. Le disque arrière, lui, très puissant, il est d'ailleurs d'un plus grand diamètre, son dosage requiert un peu de doigté. Si on coupe les gaz, l'inertie polaire du long vilebrequin fait juste tortiller le châssis, mais le frein moteur est plutôt réduit, c'est pas un mono. En termes de rigidité, Honda a privilégié un cadre ouvert. On voit bien le moteur, mais pour un usage quotidien, la CBX est un régal. Sa ligne intemporelle est à la mode avec le retour des roadsters. Sa sonorité envoûtante est exclusive. La fiabilité n'a aucune faille et son agrément est inégalé encore aujourd'hui. Aucune autre ne vous en donnera autant. Le son du moteur, son caractère, la sensation de chevaucher une machine totalement hors norme sont aussi très appréciables à chaque instant. Hautement désirable, comme dans une Jaguar, mais c'est vous le chauffeur. Ah les gars, mais quelle claque! Mais quelle claque! C'est juste un moment exceptionnel que je viens de vivre. C'est un moment qu'il faut vivre dans sa vie de motard parce que rares sont les machines qui ont 6 cylindres. Ça existe encore sur le marché maintenant, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais un tel agrément de conduite sur une moto qui, rappelons-le, a quand même plus de 40 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Une douceur à tous les régimes. On peut être en cinquième à 2000 tours, ça repart. Dès qu'on arrive à 6 ou 7 000 tours, ça devient rageur. C'est souple à tous les étages, ça pousse, ça a tout à fait sa place dans la circulation actuelle, sincèrement. Alors bon, effectivement, les commandes sont un peu rugueuses, un peu rudes. Le freinage demande de la poigne, parce qu'en fait, ça freine. Mais il faut vraiment tirer dessus. On a toujours la petite appréhension de se dire on pourrait bloquer l'avant. Il faut être un peu plus parcimonieux en fait avec le frein arrière qui lui est assez puissant. Tenue de route, tant qu'on reste dans une utilisation de la moto normale, sincèrement, il n'y a pas de quoi se faire peur. C'est juste le freinage auquel il faut un peu s'habituer et être un peu plus prédictif, rouler avec une marge de sécurité peut-être un peu plus grande, mais quel plaisir cette Honda. Elle n'a rien perdu de sa beauté et de son prestige de 1978. On est en 2021. Les gars,
j'ai roulé sur une Honda 1000 CBX 6 cylindres. C'était top. Patrick, on va continuer notre petit tour de l'achat d'une moto d'occasion, plutôt du côté particulier, parce que c'est un marché énorme aussi. Et là, évidemment, on trouve de tout. Alors, il faut être très prudent. Il y a moyen de faire de bonnes affaires. Il y a des gens qui ont des motos, qui roulent peu avec, qui les revendent. Voilà. D'une manière administrative, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Ben, tout d'abord, les papiers. D'abord, bien contrôler, d'avoir les 2 volets du carnet d'immatriculation, si c'est une moto qui n'est pas trouvée. Il y a des certificats d'immatriculation plus anciens qui n'ont qu'un volet. Donc, vérifier que le numéro de châssis corresponde au numéro de châssis qui est sur la moto. Minimum, effectivement. Le certificat de conformité, c'est quand même quelque chose qu'il faut contrôler aussi, qu'il faut vérifier. Regarder que la moto soit... Si elle vient de l'étranger, par exemple, si c'est un pays de la communauté européenne, ça ne pose pas de problème. Il suffit de passer par le système d'homologation, soit à titre unique, et qui est relativement facile, qui coûte une 60aine d'euros. Mais il faut faire attention à des véhicules qui viennent hors de communauté européenne, parce que là, ça se complique. Ça devient beaucoup plus compliqué. Donc les motos américaines, maintenant les motos anglaises vont poser problème. Les motos suisses aussi. Ah oui, ils ont toujours fait les choses à part. Ben oui, donc, mais sinon, bien contrôler les numéros de châssis, carnet d'immatriculation, ça c'est le principal. Ça c'est la partie administrative. Voilà. Bon, quand on arrive devant la moto, le premier sentiment c'est son état général. Voilà, regardez. Est-ce qu'elle est propre? Voilà, si elle est propre, si elle n'a pas été... On voit tout de suite si ça a été bidouillé, si on n'a pas mis trop de choses qui ne sont pas trop d'origine. Regardez les échappements maintenant, il faut vous dire qu'on commence vraiment à avoir des soucis avec le bruit des motos ici. En Allemagne, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis 20 ans. En Belgique, maintenant, ils commencent à contrôler le bruit et vraiment à arrêter les motos et à les bloquer sur place si elles font trop de bruit. Donc il faut commencer à... Parce qu'on va avoir un contrôle technique inévitablement. Je sais qu'il y a c'est à l'ordre du jour. Des tas de gens qui sont contre et qui ne veulent pas, mais il faut se dire qu'en Allemagne, ça existe depuis des lustres. Au Luxembourg, ça existe aussi. Il faudra quand même bien qu'on y passe. Ça ne veut pas dire qu'on va vous regarder, mais les motos devront être en ordre. Mais en tout cas, le bruit, ça c'est sûr que ça fera partie, fera partie du jeu. Hein, tout à fait. Voir un peu si la moto a roulé en hiver, donc si elle est piquée, des choses comme ça. Voir si elle a un carnet d'entretien qui a été suivi. Oui, voilà. Sur les motos récentes, je parle. Hein. Oui, il n'y en a pas toujours, parce que je connais pas mal de gens qui font leurs entretiens eux-mêmes, qui viennent chercher les pièces ici, et qui sont des gens qui sont capables de faire une vidange, un filtre à l'huile. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir le carnet d'entretien avec le suivi de la moto, selon les kilométrages qu'elle a. Les kilométrages, maintenant, il faut se dire qu'en Belgique, les gens ont peur quand il y a une moto à 40 000 km, mais une moto qui a 40 000 km, maintenant, c'est tout à fait normal. Bien sûr. En France, il y a des motos qui ont 100 000 km qui se vendent d'occasion et qui se vendent bien. Ici, et qui ont encore la possibilité de rouler des billets de kilomètres. Oui, mais bien sûr. Mais ici, en Belgique, il y a beaucoup moins... Les gens ont peur du kilométrage. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on roule beaucoup moins aussi. Oui, c'est peut-être ça. On fait moins de distance qu'en France. Oui, mais c'est vrai que le kilométrage, en général, on disait « Ah, j'ai fait une bonne occasion, j'ai trouvé un truc qui a 10 000 km. » Oui, d'accord, alors on aurait eu 40, 50, c'était la même chose, quoi. On parlait de l'état général de la moto. Il y a parfois des gens qui se disent « Tiens, moi je vais acheter une moto, mais j'ai un peu de temps et je vais désosser, refaire finalement... » toi, ce que tu fais ici dans ton atelier, et on passe parfois, évidemment, par la case peinture. Alors, soit on remet une moto dans l'état d'origine, soit on se laisse aller à quelques fantaisies. Et à ce sujet, écoute, on va rencontrer Didier Goffin, qui est un artiste aérographe, tu vois, et qui fait de la décoration sur moto, réservoir, carénage, casque, ce genre de choses. On va tomber un peu dans le côté Harley-Davidson, parce que c'est la clientèle principale sur laquelle lui peut s'exprimer et faire des décors assez dingues. On va aller voir un vrai artiste.
En fait, je suis hyper fan de l'Angleterre, de l'Écosse en particulier. Ouais. Donc en fait, je voulais allier deux passions, la Harley et alors le thème de l'Écosse. Et alors on a accordé le thème de Game of Thrones. Didier, l'aéro, c'est une passion. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? 7 ans en tant qu'exercice Oui. et 4 en tant qu'indépendant. D'accord, mais tu as toujours dessiné. Oui. Parce qu'on ne peut pas faire des œuvres comme tu fais sans avoir un goût prononcé pour le dessin. Ah non, je ne pense pas. Tu as dessiné toute ta vie en Oui. fait. D'accord. Je suis toujours un peu étonné en fait de la direction que prennent les décos sur les casques et les motos en général. L'univers motard, c'est toujours un peu ténébreux. Oui, la plupart du temps, oui. Il y a beaucoup de têtes de mort, c'est un thème qui revient quand même assez souvent. Régulièrement, Pourquoi oui. Je pense qu'on fait le lien entre les propriétaires d'Harley et justement tout ce qui est le côté un peu lugubre. D'accord. J'ai vu dans ton garage quelque chose qui sont un peu plus vintage. Est-ce que cette scène vintage, un peu café racer, t'a amené une autre clientèle? Oui. D'accord, Oui. pour faire des choses style Marilyn. Style Marilyn, j'ai déjà fait une pin-up avec des avions de chasse des Exact. années 40 dessus. Plus on va chercher des sujets, plus ça amènera des clients différents par rapport aux têtes de mort. C'est ça, ouais. Et en fait, en général, ta clientèle, elle vient d'où? Tu fais partie d'un club? Non, je ne veux pas faire partie d'un club parce que sinon c'est une appartenance. Je ne veux pas, je veux rester indépendant de mon D'accord. côté. Mais j'ai beaucoup de clients qui viennent de différents clubs de Belgique. Et tu te fais connaître comment alors? Je vais à leur concentration. D'accord. En tant qu'exposant, je fais des démos devant eux pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qui est possible de faire. Et puis alors, si ça les intéresse, ils me recontactent. Didier, tu as en main un casque qui est en fait le casque avec lequel tu travailles parce qu'en fait, la journée, tu as un boulot Oui. et après journée, tu fais de l'aéro. Oui. C'est quoi ton casque? C'est mon casque du bâtiment. Je travaille dans le bâtiment, je fais tout ce qui est piscine pour Odin. Et j'avais eu l'idée une fois en voyant une vidéo à la TV sur les pompiers et tout ça, aux États-Unis, qui avaient leur propre casque qui était plein, donc je me suis dit que j'allais essayer. Est-ce que tu crois que si tu habitais en Californie, tu pourrais vivre uniquement de ton travail? Sans aucun souci. Donc en fait, ici, on est un peu tenu par un petit marché en fait. Oui. D'accord. Ton plus grand rêve, ce serait de faire quoi? Un camion. Écoute, on va encore te regarder un peu travailler et puis on va un peu discuter avec en fait tes clients qui deviennent des amis, j'imagine. Oui. D'accord. La plupart du temps, ça me vient des amis. Ok. Punisher? Oui, Pourquoi? mais fan de comics Marvel. En fait, moto mat, brut, Punisher, à l'image de son propriétaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça, on a tous une part d'obscurité en soi, mais Didier, chaque moto, elle a un nom Oui. que le propriétaire choisit. Oui. D'accord. La tienne, elle s'appelle comment? Marilyn. Bon, c'est une image assez extraordinaire de l'Amérique, Oui. en tout cas, parce qu'il y a quand même un lien un peu dans tout ça. C'est d'abord d'où viennent les bécanes sur lesquelles tu travailles, elles viennent des États-Unis. Oui. Le thème des États-Unis, on l'a vu sur un dos de blouson, on le voit sur le capot qui est à côté de toi. Les États-Unis sont peut-être cette terre de liberté où un peu tout est permis et on peut se permettre Oui. ce genre d'excentricité. C'est pas toujours bien vu ici. Non, pas toujours, mais on fait avec. Didier, il y a un site internet ou une page Facebook où on peut voir ton Oui, travail? sur Aeroflash Peinture. Aéroflash Peinture, d'accord. Donc si on veut te contacter pour un travail, c'est par là qu'on passe. Soit par là ou alors par des cartes de visite qui D'accord. sont distribuées sur les stands de concentration. D'accord. On est début du mois d'avril. Oui. Tu peux peut-être annoncer des concentrations prévues. Bon, pour le moment, c'est un peu compliqué. Pour le évidemment. moment, la prévue c'est le 13 juin D'accord. qui sera à Chasse-Pierre, au D'accord. camping de Chasse-Pierre. Ok. Et c'est une manifestation quoi? C'est une concentration moto? C'est Concentration Harley-Davidson. d'accord. Ok. Concentration Harley-Davidson. 13 juin, Chasse-Pierre. Eh ben, écoute, moi j'invite tout le monde à aller voir ton boulot là-bas et puis à aller se rincer l'œil parce qu'il y aura des belles bécanes Ouais. et il y aura ton travail
Et peut-être Marilyn. Patrick, toi, ton fonds de commerce, on l'a bien compris, c'est la moto d'exception, c'est la moto de collection. Qu'est-ce qui fait une moto d'exception? Une moto d'exception. Bon, il y a plusieurs sortes de motos d'exception. Il y a les motos qui ont été construites en peu d'exemplaires, donc c'est-à-dire les motos comme les bimotas, les motos de course évidemment. D'accord. Ça, c'est leur rareté qui fait leur C'est exception. rareté. Et puis alors, il y a les motos qui sont des motos de légende, comme la Honda 750 fours par exemple, qui est une moto qui n'est pas une moto d'exception. Il y en a eu des centaines de milliers. Et les gens veulent ça maintenant. Il est certain que pour celle-là, forcément, il y en a eu des milliers, des milliers, des milliers. Mais celui qui veut une K0, il faut quand même se lever tôt maintenant. Ah ouais, non, mais même une K2 maintenant, ça devient très difficile. Ah oui. On a énormément de demandes, on a beaucoup plus de demandes que de motos. Je veux dire, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici maintenant, et j'en ai pas eu une seule à vendre depuis. Ah oui. Et j'ai de la demande. J'ai des gens qui me disent, si vous en connaissez une, vous m'appelez. C'est fait. Et voilà, je la prends. Alors une K0, maintenant, on est dans des prix qui deviennent Oui, ça c'est fou. Hein. prohibitifs. Quoi. Ouais, tout à fait. Et alors la K1 900, même chose. C'est une moto mythique des années 70. C'est ça. Et c'est une moto qui aussi a été vendue en des tas d'exemplaires, mais qui devient rare parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'il y a eu une époque où ça ne valait plus rien, on les jetait en morceaux. Ouais. Alors devant la concession ici, en parlant de Z900, ben, il y a 2 exemplaires magnifiques, dont une que tu viens de terminer, qui est difficilement filmable tellement elle brille au soleil. Elle est juste somptueuse. On trouve encore les pièces pour toutes ces motos-là? Oui, ben, il faut se dire que pour tous les modèles demandés, donc comme les K1 900, les Honda 750 fours, les Honda... Alors c'est de la pièce d'origine? Il y a beaucoup de refabrication de pièces. D'accord. Mais dans des refabrications de pièces de haute qualité, c'est-à-dire il y a beaucoup de Japonais qui refabriquent des pièces de Doremi et tout ça. À la limite mieux qu'à l'époque. À la limite mieux qu'à l'époque au niveau des carrosseries et tout ça, les peintures sont magnifiques. On fait vraiment des choses, ils refabriquent vraiment des choses. Donc on sait construire vraiment des motos à l'état neuf, vraiment sans aucun souci. Et on peut remonter jusque quand, à ton avis, pour rester dans cette qualité et pour trouver des pièces? Ben maintenant, au fait, les années 70, hein, vraiment au début des années 70, je reviens encore. Et maintenant, on arrive aussi aux années 80, donc c'est-à-dire les 900 bols d'or commencent un peu à être recherchés aussi, parce que l'âge des gens, ça va toujours avec l'âge. Donc les RDLC 350, enfin tous les 2 temps des années 80, ça devient. J'ai entendu dire que le GSXR commençait à être bien cherché aussi. Oui, bien sûr. GSXR, les premiers GSXR des 85 ou les 1100, 86, 87, ça devient très difficile. Pourquoi? Parce que c'est des motos qui, pendant une période, ne valaient plus grand-chose. Donc c'est tombé dans les mains de jeunes qui n'avaient pas trop de moyens, mais qui les ont détruites, au fait. Ouais, bah oui. Et donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus.
vraiment une belle GSX-R, on sent en parfait état d'origine, Qui n'est pas tombé. qui n'est pas tombée, ça, c'est une perle rare. Hein. c'est de l'exception. Ah quoi. ouais, tout à fait. Tu parles de gamin, forcément, on rêve, on a rêvé devant ces motos. On va aller en rencontrer un, mais c'est un grand gamin celui-là, un passionné qui s'est fait plaisir et en fait qui s'est fait plaisir avec des engins d'une seule marque, une BMW, sinon rien. Bonjour Jean-Louis. Salut Thierry. Une BM, sinon rien. C'est vrai, c'est tout à fait exact. J'ai des amis qui roulaient en compétition et puis qui avaient acheté des GS. Ils m'en ont prêté un jour une. Et j'ai vraiment été ébloui par cette moto. C'est une moto qui permet beaucoup de choses. Ouais, elle est très polyvalente. Ouais, très polyvalente, que ça soit point de vue partie cycle, le freinage. Tout à fait. En cas de freinage urgent, tu peux même freiner dans un virage, elle ne va pas se redresser. Ouais. Et puis le moteur, Ouais, il c'est est assez tellement exceptionnel. extraordinaire. Ouais, tout à fait. Très bonne moto. Ouais. Tu es assis au volant de véhicules un peu particuliers. Oui, c'est un X6M. BMW a sorti en 2009 un SUV qui était coupé. Et j'ai vraiment apprécié cette ligne. Ouais. Et donc celui-ci, c'est mon 4e, il est tout nouveau. Et Il est légèrement amélioré. il est légèrement amélioré, c'est pour ça que c'est un JLS Edition. Ouais. Ta voiture sert de safety car. Tout à fait, oui, pour l'organisateur. Oui. Bon, assez parlé moderne. On Ouais. est là pour les vieilles. Tout à fait. Alors bon, écoute, il y a cette magnifique 90S aux couleurs Daytona que je connais très bien puisque je l'ai présenté, cette moto-là, aux téléspectateurs il y a Tout à fait. une petite année. Et tu as craqué, tu as acheté cette moto. Et je te remercie d'ailleurs parce Ah bah que écoute, je je suis n'y suis pour rien. ébloui par cette moto. Mais ça marche très bien, très bien. Je roule dessus. Si les gens me regardent, ils doivent me prendre pour un fou parce que je rigole tout seul. Oui, ben ça c'est un signe de bonne santé mentale, je te rassure tout de suite parce que moi c'est pareil, je me surprends à sourire parfois quand je roule. Et puis bon ben après il y a deux merveilles qui Ouais. sont des motos de 1961, Tout à fait, ma date de naissance. d'accord, voilà, ce n'est pas un hasard. J'avais envie de rouler avec une moto qui va avoir 60 ans, parce que c'est encore autre chose, une moto qui a passé beaucoup d'époques. Oui. J'avais d'abord pris le petit monocylindre qui était un modèle qui a été fabriqué juste après la guerre, parce que les usines munichoises n'avaient plus les possibilités de fabriquer des bicylindres. Et puis au début des années 50, ils ont recommencé le bicylindre. Et j'ai craqué pour cette belle R60-2 Voilà. du 12 décembre 61, c'est-à-dire qu'elle est 4 jours plus jeune que moi. C'est incroyable, Ouais, ça ouais, c'est ouais, vraiment ouais, incroyable. Et je peux comprendre ton sentiment parce qu'il y a peu j'ai raté l'achat d'une moto qui était née le même mois que moi, je l'ai loupée. Et je m'en veux toujours. Et je m'en veux D'accord, toujours. mais Alors cette R60-2, elle est déjà dans sa couleur blanche exceptionnelle parce que c'est assez mythique. À l'époque, il y avait très peu de motos de couleur. On avait le choix entre le noir ou le noir. Tout à Hein, fait. c'était plus ou moins ça, que ça soit chez BMW ou chez les autres marques. Il y avait très peu de couleurs, un peu chez les Anglais. C'est un 600 cm3. Ouais. C'est une moto qui était aussi destinée à être attelée. Tout à fait. Il y a d'ailleurs une boule d'attelage. Et D'accord. puis elle a la fameuse fourche, ma fameuse fourche airless. Oui. Et elle a beaucoup de couple, ce qui Oui. permet De tracter quand pouvoir même le poids tracter. d'un side. Tout à fait, Ouais, tout ouais. à fait. Ouais. Même si à l'époque on n'était pas obnubilé par les performances, parce que entre ce qu'il y a sous le capot de ceci et dans le bicylindre de ça, il y a une marge de plus de 700 chevaux. Tout à fait, oui. Mais le plaisir elle-même de rouler avec une de 32 chevaux. Ouais, voilà. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'à l'époque, c'était un petit peu une liberté d'avoir une moto. Et encore mieux si on avait un sidecar, parce qu'il n'y avait pas de voiture comme oui, tout maintenant. à fait. C'était le vélo. Et c'était, dans les publicités d'ailleurs de l'époque, on voyait on insistait sur la liberté Ouais, oui. de l'être humain. Quoi. Et puis la moto avait un objet social parce qu'elle était en termes de tarifs plus accessible qu'une voiture. Et donc quand on n'avait pas les moyens de se payer une voiture, on roulait à moto. Et le côté social de la moto a un peu disparu. De temps en temps, on le retrouve en ville
le côté urbain de certains scooters où des gens se déplacent de cette manière, mais la moto a perdu son côté social pour ne garder en fait que le côté plaisir. Tout à fait. Alors en termes de plaisir, tu m'as gentiment proposé de pouvoir faire quelques kilomètres sur cette moto qui elle aussi a pratiquement mon âge. Donc écoute, je vais aller chercher mon casque, ma D'accord. veste et puis on va démarrer cette moto ensemble et je vais en profiter sous ce soleil printanier magnifique. Tout à fait, avec grand plaisir. J'aimerais bien quand même encore rajouter quelque chose. C'est ce moteur-là qui a sauvé la marque munichoise, donc BMW, côté automobile. D'accord. Le département automobile se portait très mal à la fin des années 50. Ils avaient la petite Isetta monocylindre. Et puis, ils ont sorti donc cette R60-2 et ils ont décidé de mettre ce fameux bicylindre dans une voiture. Ils l'ont monté à 700 cm3 et cette voiture a eu beaucoup de popularité et c'est ce qui a relancé l'usine BMW automobile. Ah oui. Voilà. Donc comme quoi, Ouais. le sauvetage passera par la moto. Voilà. On y va. Eh ben les gars, ça c'est quand même quelque chose. Évidemment, le soleil était de la partie, mais quel plaisir. En peu de points finalement. D'abord, quand on s'assied sur la moto, elle est petite, elle est courte, on se dit oh, ça va pas être très confortable. Je suis très étonné du confort de roulage de cette moto. On est très bien assis et on se voit dans les années 60 parcourir le sud de la France au guidon d'une machine comme ça, parce que je vous assure que ça roule vraiment très bien. Alors, la boîte est un petit peu rude, comme BM l'a toujours fait, mais en décomposant bien les mouvements, ça passe sans aucun problème. Quelques inquiétudes avant de monter sur la moto au niveau du freinage, mais en fait pas du tout. Ce tambour s'en sort plutôt bien, pardon. Et en fait, je suis vraiment étonné que cette moto a 60 ans, et ça roule, mais ça roule vraiment bien. Et donc ça fait des années et des années en fait, que le plaisir est au rendez-vous quand on enfourche ce genre de moto. Si dans les années 60, vous aviez la chance de pouvoir vous offrir ce genre d'engin,
et même avec un sidecar pour le partager peut-être avec toute la famille, c'était un vrai bonheur. N'oublions pas, comme on l'a dit tout à l'heure, que la moto avait un côté social, mais ceci est aussi un côté plaisir. Si un jour vous avez l'occasion d'essayer, ne ratez pas l'occasion. Ça vaut la peine dans la vie d'un motard de se dire que finalement, les motos sur lesquelles on roule aujourd'hui, elles vont très bien évidemment, elles sont très abouties, beaucoup de progrès ont été faits sur les freins, sur les pneus, sur la tenue de route, sur l'accélération, sur beaucoup de paramètres, mais ici, on a du plaisir. Les gars, j'ai roulé sur une BMW 60/2. Hot Motorbike à Teux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Dans un tout nouveau showroom, venez découvrir les gammes complètes dans ces 3 marques. Vous serez accueillis par des spécialistes qui seront vous guider dans le choix de vos motos et de leurs accessoires. Chez Hot Motorbike, toutes les machines sont à l'essai sur rendez-vous. Hot Motorbike est ouvert du mardi au vendredi de 9 à 18h, le samedi jusqu'à 17h. Dans l'atelier, 4 mécaniciens de haut niveau sont là pour préparer et prendre soin de vos motos. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Bon, ben voilà un passionné qui ne jure qu'une chose, c'est par le flat twin et son gros X6 de 750 chevaux. Tu m'as parlé tout à l'heure de ton fils. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, la transmission, et te dire qu'à un moment donné, toi, tu vas peut-être pouvoir lever un peu le pied et te dire je vais souffler un petit peu et profiter de certaines choses, mais ton fils va continuer à entretenir la passion qui t'a animé pendant toute ta vie. On va aller le retrouver à l'atelier. Salut Sébastien. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très très bien. Comment ne pas aimer la moto quand on est tombé dans une marmite comme celle-ci? C'est très difficile parce que depuis que j'ai 3 ans, je ne fais que ça et c'est ma passion. Tu roules? Oui. Avec quoi? Avec une Kawasaki ZXR 750. D'accord. Et une dans les bois avec une KDX 250. Pas trop dire qu'on roule dans les bois, évidemment. Dans les bois où on peut, on va dire ça. Oui. Hein, voilà. On va dire ça où on peut. Est-ce que tu as suivi une formation un peu mécanique ou bien tu as vraiment appris sur le tas avec ton père? Non, je n'ai aucune formation mécanique. J'ai appris avec mon père. J'ai une formation de plus dans la vente et le commerce, etc. D'accord, ok. Oui. Et mécaniquement, quand même, tu travailles sur les motos? Oui, je me débrouille bien, je suis encore en apprentissage, mais petit à petit, oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus comme secteur pour travailler sur une moto? La partie cycle, l'électricité, le moteur? Pour le moment, je suis spécialiste des freins, je fais beaucoup les d'accord. freins. Ah oui. Et j'apprends aussi les carburateurs. D'accord. C'est quelque chose sur les vieilles motos, c'est quelque chose d'incontournable. Oui, voilà. Et sur lesquelles on chipote et on passe beaucoup de temps. Oui. On va reprendre un peu notre fameux marché de l'occasion, notre fameuse moto d'occasion qu'on veut acheter. Celle-ci n'est évidemment qu'un exemple, parce que quelle moto d'occasion, évidemment, une Norton 850 Commando, waouh, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pour les amateurs du jeu bar team, évidemment, c'est une des vedettes. Bon, on veut acheter une moto d'occasion. Quels sont les points techniques un peu à vérifier à ton avis? Bras oscillant? Oui, c'est ça, il faut qu'il n'y ait pas trop de jeu dans le bras oscillant. D'accord, il ne faut pas de jeu latéral. Voilà, latéral ou même trop qu'il soit libre. D'accord. On va vérifier l'ensemble des câbles. Oui. Donc ici, bon, je ne sais pas où en est la moto, mais il faut évidemment, quand on lâche les gaz, il faut que les gaz reviennent, qu'on entende ce clac, qu'on regarde évidemment au niveau de tous les câbles, que ça coulisse bien, qu'il n'y ait pas de câbles qui soient croqués, des choses comme ça. Quoi d'autre? Si la moto est carénée, par exemple,
Et il faut vérifier surtout l'intérieur du carénage, voir s'il n'y a pas eu trop de réparations et trop de camouflage. Ouais, tout à fait, qui Oui. pourrait révéler que la moto a été souvent par terre. Voilà, c'est ça. Et donc qu'elle n'est plus très droite. Pour ça, on examine le cadre, évidemment. Oui. Quels sont les points à vérifier sur un cadre? Mais déjà prendre du recul Oui. et contrôler que L'angle? l'angle soit bon, oui, D'accord, qu'elle ne ok. soit pas trop rapprochée du cadre. Pas de traces de rouille peut-être dessus, Oui. ou certaines déformations qui pourraient signifier Oui. que le cadre est tordu et Oui, que la, bien la sûr. moto a subi un accident un peu sérieux. Au niveau réseau électrique, câble électrique, on ne va pas évidemment commencer à démonter la moto, mais au Oui. moins vérifier le fonctionnement de tous les Voilà, que tout fonctionne, les phares, clignotants, klaxons, feux. Stop, les témoins, les stops. Oui. bien sûr. Pas de témoin évidemment un peu bizarre au moment de la Oui, mise c'est en ça. route, qui pourrait signifier quand même un problème avec la moto. Donc on vérifie les instruments. Alors ça, c'est des choses, maintenant on est beaucoup avec des instruments LED, Du donc digital. là il n'y a pas moyen de changer grand-chose, mais sur des motos plus anciennes avec des compteurs contours comme ceci par exemple, Oui. vérifier, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà qu'il n'y ait pas de buée dedans. Oui, déjà, oui. Sinon, c'est un signe que ça prend l'eau et que Oui, ce n'est ou pas que ça a hermétique. été ouvert en fait. Oui, oui. Voilà. Et vérifier que sur une moto qui a X années, de se dire qu'une moto qui a 3000 km mais 25 ans, c'est pas très plausible. Oui, Hein. ça, Et donc- ça arrive, mais il faut que l'état de la moto soit en fonction. Voilà, exactement. Il faut que tout concorde et qu'on ait cette impression que, ok, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, et quand on la regarde, oui, effectivement, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de kilomètres. On va vérifier évidemment les leviers, les cocottes, voir si tout ça n'est pas râpé, Oui. plié, cassé. C'est des signes de chute, Oui, évidemment. bien sûr. On aura la même réaction sur les pose-pieds. Oui, c'est vrai. Pose-pied limé, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a un bon coup de poignet. Attaqué, peut-être. oui. Oui, voilà. Mais c'est pas pour ça que la moto est abîmée. Ah non. Maintenant, quand la moto est tombée, ça se voit évidemment, beaucoup Voir plus. aussi l'état des disques. Souvent, c'est un bon indicateur Oui, du d'accord. kilométrage d'une moto. Disque, plaquette. Oui. Et puis alors, s'asseoir sur la moto et faire un peu fonctionner la fourche. Oui, c'est ça, voir s'il n'y a pas de jeu, si elle est assez dure. Oui, et qu'il n'y ait pas de point dur Oui, dedans. oui, c'est Même ça. chose pour les amortisseurs arrière. Oui, oui. Ça, c'est vachement important aussi, je crois. Ensuite, au niveau du moteur, vérifier d'un aspect général, voir si dans le haut moteur, on n'a pas des coulures d'huile, Oui. des fuites d'huile au niveau du couvre culbuteur ou au niveau de la culasse, Oui. au niveau de la base du cylindre, Oui, c'est vrai. au niveau des joies de carter. Oui. Et sur les moteurs à refroidissement liquide, voir aussi s'il n'y a pas des traces de l'orange, ce qui signifie qu'il y a un joie de culasse aussi souvent. Ah oui, d'accord, ok. Et ne pas hésiter à aller voir en dessous. Oui. Hein, Oui, parce que comme ça, la moto a peut-être l'air très bien, et finalement, en dessous, ça peut pisser à l'huile, et ça peut révéler une moto qui finalement n'a été que nettoyée en surface, Voilà, et pas c'est vraiment ça. une moto entretenue. Sur des motos plus anciennes, jeter un petit coup d'œil dans le réservoir s'il Oui, n'est pas s'il tout n'est pas rouillé, oui. parce que ça, c'est très c'est souvent. exactement. On va faire une petite pause et on va aller découvrir une moto moderne. Ça, c'est un Roadster des années 60-70. 70, oui. On va aller découvrir un Roadster 2021, la Z900 2021 Euro 5, dans un essai un peu particulier. Je suis chez RSM Moto. RSM Moto, concessionnaire Kawasaki à Krainem. Et je suis ici pourquoi? Je suis ici pour faire l'essai de cette Z900. Alors, c'est une moto qu'on connaît chez Kawasaki, on l'a déjà essayé l'an dernier. On va réessayer ce modèle 2021. C'est une moto qui est connue pour son caractère sportif, connue pour être un roadster amusant, performant et accessible, mais aussi pour le caractère onctueux du moteur. Alors, on va faire un essai par routier aujourd'hui, parce que ça, on connaît les performances de cette moto, il n'y a pas grand-chose de changé dessus, mais je voudrais vous prouver en fait, et j'espère pouvoir le faire, c'est qu'on peut rouler en ville avec un roadster de plus de 100 chevaux qui fait 900 cm3, de par le caractère onctueux que délivre ce 4 cylindres. Et s'il y a bien quelque chose qui est reconnu chez Kawa, c'est la manière dont ce moteur enroule. On est en 3, en 4 et même en 5, à 40 km/h ça repart. Alors je dis 40 km/h, mais Bruxelles c'est 30. On va voir si ça passe.
Bon, je vais vérifier si mon airbag est branché. Ok, parfait. Évidemment, on ne peut pas passer dans Bruxelles sans s'arrêter devant le célèbre mannequin piste. On vient d'emprunter une route à pavé, une Monster évidemment en suspension à double ferme, qu'un scooter qui est dédié essentiellement à une utilisation urbaine en général, mais ici un petit clin d'œil à un de nos symboles nationaux. Bon, et bien en fait, par rapport à la question principale que je me posais, est-ce que cette moto a sa place en ville? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui parce que, en fait, c'est une moto qui est basse, donc elle est accessible même à des gens qui ont des moins grandes jambes que moi. On pose très facilement ses pieds par terre. Cette moto est étroite, donc elle se faufile facilement. Et puis, je le redis encore une fois, quel moteur, cette Kawasaki, 4e vitesse, 30 km/h. On peut même tenter la 5
ça roule tout doucement, un filet de gaz, la moto évolue dans la circulation, c'est très facile, sorte de gravité relativement bas. Et donc en fait c'est une moto très agile qui se conduit très facilement par un petit coup de guidon, un petit coup de rein. La moto se place exactement où vous voulez qu'elle aille et en fait c'est une moto docile. Maintenant, une fois qu'on arrive sur un côté autoroutier, une fois qu'on va arriver sur quelque chose de plus amusant pour un roadster, là la moto va aussi révéler toute sa personnalité et le côté explosif du moteur de chez Kawasaki. Donc en fait je suis vraiment séduit par cette moto dans tous les niveaux où elle peut exceller, c'est-à-dire aussi bien sur la route, aussi bien en ville. Cette moto en fait est un modèle 2021, il n'y a pas une grosse différence en fait avec le modèle 2020, on a principalement le passage évidemment à l'Euro 5. Vous aurez remarqué qu'il y a quelques accessoires sur cette moto, dont notamment le kit performance avec principalement comme accessoire c'est le pot à Krapovic. Et puis il y a toute une série de petits accessoires qui ont été rajoutés par RSM Moto et qui donnent encore une petite touche racing à la moto. Alors est-ce que ça c'est bien utile? Je mettrai un grief sur les rétroviseurs Puig parce qu'en fait ils sont un peu plus courts et de ce fait montrent un peu plus les avant-bras. En ville on a besoin d'avoir des rétroviseurs un tout petit peu plus larges et qui déterminent aussi peut-être la largeur maximum que la moto peut prendre dans les interfiles et ça c'est important. Pour le reste en fait moto qui est munie de ces modes de pilotage, c'est-à-dire un mode sport, un mode road, un mode rain et un mode rider qui lui est paramétrable via l'application Rideology de chez Kawasaki. Donc voilà, bilan encore plus que positif puisque pour moins de 10 000 € vous démarrez avec la même machine, vous en rajoutez environ 12 ou 1300 pour avoir le kit performance et il faut encore rajouter peut-être un billet de 1000 pour tous les accessoires qui pour moi ne sont pas indispensables. La moto est très bien conçue à l'origine. Alors la Krapovic, il donne un peu de volume, il donne un peu de poumon et peut-être aussi un peu plus d'attention aux automobilistes que vous remontez dans les fils, un petit coup de gaz, on les surprend, ils vous voient, ils s'écartent et ils vous laissent passer. Donc essai particulier d'un roadster sportif en plein centre-ville à Bruxelles. Je me suis régalé, je suis passé par tous les petits coins, je suis passé sur des endroits pavés. Alors évidemment ce n'est pas le terrain de prédilection de la bête, mais en tout cas elle s'en sort très bien et on n'a pas à rougir d'un confort d'une grande routière par exemple ou d'un trail. Donc voilà, Kawasaki Z900, modèle 2021, ça reste toujours un moteur onctueux, riche en sensations, bourré de couple et de chevaux. Je me suis bien amusé. Donc voilà un essai urbain que je trouve très instructif, de pouvoir utiliser un gros roadster de 125 chevaux avec autant de souplesse en ville, c'est vachement intéressant. Patrick, on a évidemment parlé de l'achat, on a parlé de tout ce qu'il fallait vérifier, que ce soit administratif, que ce soit technique. Il reste une dernière chose, sacro-sainte, l'essai. Oui, l'essai, ça c'est très compliqué pour une moto parce que on ne sait jamais à qui on a affaire. Vous savez, il y a des gens qui ont même 40 ans, 50 ans et qui ont l'air très bien, mais qui ne savent peut-être pas rouler en moto. On ne sait jamais à qui on a affaire. Donc, moi, ce que je fais en général, je dis, ben voilà, si vous voulez faire un essai, vous venez, vous montez derrière moi, et on va faire un essai. Donc, mais laisser essayer une moto. Peut-être il y a des gens que je connais très bien, que je connais depuis 20 ans ou 30 ans, ils me disent, tiens, je peux aller essayer. Tu sais qui savent rouler. Je sais que c'est des gars qui savent rouler.
c'est différent. Mais quelqu'un que je ne connais pas, je ne laisserai jamais essayer une moto. Non, et d'abord, il n'y a aucune obligation à le faire. Oui, voilà. Ça, c'est une chose, que ça soit chez toi ou que ça soit chez un particulier. Moi, les quelques fois où j'ai vendu une moto d'occasion, j'ai pris l'acheteur potentiel, je l'ai pris derrière moi. Ouais, voilà. La même chose. Si maintenant on vous laisse faire ce genre de choses, il faut quand même aussi vérifier que la moto soit toujours immatriculée et assurée. Voilà, exactement. Voilà. Parce que bon, aller se retrouver sur la route et il peut arriver n'importe quoi. Mais bon, voilà, l'essai reste toujours quelque chose de particulier et il n'y a aucune obligation à ce qu'on vous laisse essayer la moto que vous voulez acheter. Puis en tant que professionnel, les gens, en général, nous font confiance. Ouais, on leur dit que la moto est en état, ils ne demandent même pas d'aller l'essayer. Oui, c'est vrai. Donc, oui, on passe, mais un particulier, évidemment, c'est différent. Oui, tout à fait. Bon, à partir du moment où on a passé toutes ces épreuves et toutes ces étapes, on arrive au sacro-saint moment du paiement et puis de la facture. Qu'est-ce qu'il faut sur une facture? Bon, sur une facture, il faut la marque du véhicule, le numéro de châssis, la puissance, de préférence. Si c'est des anciens véhicules, il n'y a pas toujours les kilowatts, mais enfin, en général, une moto moderne, il y a toujours la puissance en kilowatts. La couleur, c'est bien de la mettre aussi. Et puis c'est tout, voilà. Et puis, alors, à la fin, vous mettez vendu dans l'état où elle se trouve et bien connu de l'acheteur. C'est quand même ça, c'est la formule traditionnelle, voilà, mais qui ne met pas à l'abri de tout. Qui ne met pas à l'abri de tout, parce que si vous vous faites arnaquer par quelqu'un qui vous met bien connu de l'acheteur, le vrai vice caché, oui, voilà, est tout à fait défendable en justice. D'accord, ok. Bon, voilà, écoutez, on vous souhaite de trouver la perle rare, la moto de vos rêves, celle avec laquelle vous ferez des milliers de kilomètres ou pas, ou celle en tout cas qui vous fera rêver. Alors, avant d'aller plus loin, on va évidemment parler de quelque chose qui est important quand on achète une nouvelle moto, c'est de l'assurer. Et on va retrouver notre ami Jean-Yves, notre assureur maison, pour sa rubrique du mois. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Riavec. Mon métier, assureur. Plus précisément, courtier en assurance. Ma passion, la moto. Je vous propose donc de nous retrouver tous les mois pour aborder un sujet, l'assurance moto. Ce mois-ci, nous allons aborder l'assurance conducteur. La moto, c'est un instrument extraordinaire. C'est un instrument de loisir, c'est un instrument de liberté. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de carrosserie. Si, il y a de la carrosserie, hein. Il y a un cadre, il y a un réservoir, il y a de haut, mais il n'y a rien pour nous protéger. Et la personne qui vaut le plus quand il prend part à la conduite de ce véhicule, c'est quand même vous. Donc, on achète des beaux engins, on est obligé de s'assurer. Je l'ai vu précédemment en responsabilité civile. Je vous ai conseillé également l'assurance de protection juridique, mais n'oubliez pas que vous valez plus que de la carrosserie, vous valez plus que la valeur marchande de votre engin. Donc il faut impérativement vous protéger. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de l'assurance de type conducteur, de type occupant, ici, tous azimuts, avec votre véhicule, si vous avez un véhicule automoteur, une voiture, ou votre épouse, peu importe, votre assureur a peut-être déjà parlé de cela. Mais il faut savoir que dans le cadre d'assurance de type conducteur, d'assurance de type occupant en véhicule, il y a toujours une exclusion sur le marché belge, c'est l'usage de la moto. Donc, même si vous avez une couverture à ce sujet, il va falloir l'adapter en fonction des formules qui existent sur le marché afin de vous protéger à ce sujet. Alors, l'assurance conducteur, elle sert à quoi? Elle sert à vous indemniser pour votre dommage, le dommage corporel que vous subiriez. Alors, le dommage corporel, il est composé de plusieurs choses. On a d'abord les frais médicaux, qui sont ensuite suite à une chute ou à un accident, peu importe. On a également, on ne sait pas travailler, temporairement, dans le cadre de son travail, parce que j'ai la jambe dans le plâtre,
parce que je suis en chaise roulante, parce que j'ai un bras cassé, parce que toute une série de choses. Ça, c'est le deuxième volet. J'ai le troisième volet. Ben, c'est très bien, je me suis retapé, etc. Mais j'ai quand même une gêne. Hein. Quand même une gêne dans la jambe, là, quand je suis tombé, etc. Et malheureusement, je vais conserver cette gêne. Eh bien, cela, ça fera partie de l'invalidité permanente. Et le quatrième cas, je n'aime pas de l'aborder, mais les choses sont ce qu'elles sont. C'est la vie, c'est comme ça. Le motard, je vous l'ai dit, il est à la merci des autres usagers. Nous sommes des usagers très faibles. Malgré tout ce que nous pouvons avoir en éléments de sécurité, ben, il y a le décès qui arrive encore, malheureusement, ici, sur nos routes. Donc, avant d'aborder vraiment les formules qui existent sur le marché, donc, j'essaie de vous sensibiliser. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres faibles, nous avons des beaux engins, mais important, les assureurs ne vous l'imposent pas encore actuellement, mais protégez-vous avec tout ce qui existe sur le marché. Ne regardez pas à vous protéger. Avec une dorsale, avec un airbag, tout ça ne sera que positif pour vous. Il existe deux grandes familles d'assurance conducteur. On a la première famille, avec toutes les garanties que je vais vous citer. On a deux grandes familles qui sont les indemnitaires, c'est un terme un peu barbare, et les forfaitaires. Les formules qui sont forfaitaires, c'est très simple. Vous avez des capitaux qui sont donnés dans le contrat. Les capitaux fixés en frais médicaux, en incapacité temporaire, s'il y a lieu, en incapacité permanente et en décès. Et en fonction de ces capitaux et de l'invalidité que vous subissez, eh bien, on fait une multiplication avec des coefficients qui seront repris dans les conditions générales de votre contrat. En multipliant les capitaux fois le coefficient fois l'invalidité que vous subissez, bien, vous obtenez l'indemnité. Donc, il faut faire très attention quand on choisit ce genre de formule-là, c'est de bien regarder quelle sera d'abord quelle est votre demande, quelle est votre nécessité d'avoir ce type de produit, mais en fonction également de ce que vous exercez. Si vous êtes employé, si vous êtes indépendant, si vous avez charge de famille, pas de charge de famille. Donc tout ça est un environnement qui va peut-être déterminer les capitaux dont vous aurez besoin. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième grande famille, c'est la formule indemnitaire. On va y retrouver toujours les mêmes composantes. Donc, les frais médicaux, l'incapacité temporaire, l'incapacité permanente et le décès. Et pour desservir ces différentes garanties, il y a une manne. Il y a un capital qui est général. Ce n'est pas un capital qui est valable par poste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de la forfaitaire, mais ici c'est un capital, une manne, où j'ai de l'argent et qui va servir à alimenter les différents postes. Oui, les différents postes, mais en fonction de quoi? Eh bien, on appelle ça, dans notre jargon, nous autres, ici, ce sont des formules, entre guillemets, ce qu'on appelle de droit commun. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais le but du jeu, si je peux appeler ça un jeu, hein, c'est de vous remettre dans l'état financier pour reconstituer ce que vous avez subi avant l'accident. Donc vous comprendrez ici, dans ces formules-là, l'activité, par exemple, de la personne, la nature de la profession que vous exercez est très importante. L'âge, évidemment, une personne qui a 60 ans, qui sera pensionnée à 67, ben, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui a 50 ans. C'est logique. Une personne qui exerce un métier dur, un métier pénible, je ne veux pas prendre trop d'exemples, mais par exemple un maçon, par exemple, par rapport à quelqu'un qui est salarié, ben, les indemnités ne seront pas calculées de la même façon. On partira évidemment du même pourcentage, parce que le pourcentage est fixé par des médecins experts de la compagnie, mais ces pourcentages donneront droit à des indemnisations qui sont différentes en fonction de tout un chacun.
Moi, je prends toujours l'exemple, quand je suis généralement avec ma casquette de courtier, je regarde d'abord le métier que la personne exerce. Et en fonction du métier, ou si malheureusement celle-là n'a pas le loisir d'exercer, qu'elle est malheureusement dans le cadre d'un chômage tel que nous connaissons pour le moment, au niveau malheureusement du Covid, eh bien, on aura des orientations différentes, et suivant les compositions de la famille, suivant également si monsieur est marié, pas marié, etc., on aura une orientation, et nous partirons soit sur du forfaitaire, soit sur de l'indemnitaire. Alors, j'en arrive toujours à tarif, et tarif, c'est comme Dupont et Dupont, je vous l'ai déjà dit au cours des 2 émissions précédentes, le tarif, c'est une base, très important. La composition de la famille, etc., sont excessivement importantes aussi. Alors vous pourriez également envisager, c'est possible, de cumuler l'usage de la moto avec vos véhicules à 4 roues. C'est possible. Il existe des formules sur le marché qui vont vous couvrir en tant qu'usager de moto et de voitures à 4 roues, voire même usager de tramway, de bus, de piétons, etc. Donc il y a des formules qui sont très éclectiques sur le marché, mais bien regarder à ce que vous avez besoin. Ça, c'est très important de ne pas s'y égarer. Deuxième chose, voir les capitaux pour lesquels vous désirez être couvert. Et je pense qu'il faut en discuter physiquement avec votre courtier. Vous savez, il y a des tas de plateformes digitales qui proposent des prix. Le prix, c'est une chose, je reviendrai toujours là-dessus, mais le produit est une chose qui est très importante en fonction de votre situation, votre vécu. C'est élémentaire à ce sujet. Voilà. Si vous avez des renseignements ou des questions, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'indique ici-bas et je vous répondrai le plus rapidement possible. On se retrouve le mois prochain et en attendant, gaffe sur la route. Et tant que nous sommes dans les bons conseils, voici ceux de l'AWSR, l'Agence Wallonne de Sécurité Routière, qui ce mois-ci va nous parler de la remise en route de la sortie de l'hiver. Jérémy, on s'était vu au début de l'hiver pour le remisage des motos, pour préparer l'hivernage de nos machines. Il est grand temps de les ressortir, tu as vu le temps qu'on a pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier sur sa moto quand on la ressort du garage après l'hiver? Eh bien, à la sortie de l'hiver, il y a toute une série d'éléments à vérifier sur sa moto pour vérifier qu'elle est bien en ordre et pour être bien en sécurité sur les routes. On va commencer tout simplement par vérifier les phares, les lampes, donc que ce soit les clignotants, les ampoules des phares, les feux arrière, puisque en Belgique, on est obligé de rouler avec les feux allumés. Ensuite, eh bien, on peut commencer par vérifier l'état de ses pneus, la tension de sa chaîne, l'état de la batterie, en gros l'aspect général de la moto, et ne pas hésiter à aller chez son concessionnaire si on a des doutes sur ses capacités à vérifier que sa moto est en ordre. Le concessionnaire fera ça très très bien. D'accord. Je rajoute juste une petite chose pour la moto, un petit détail technique. Ça ne sert à rien de la faire chauffer pendant des minutes et des minutes quand on la remet en route, parce qu'en fait toutes les huiles sont redescendues pendant l'hiver et le haut moteur n'est pas bien lubrifié. Donc l'idéal est de la mettre en route. Après quelques secondes, on démarre très doucement et on fait monter doucement le moteur en température. C'est beaucoup mieux pour la mécanique en général. Bon, la moto c'est bien, l'équipement. Eh bien, l'équipement, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est vérifier l'état général de l'équipement à la fin de l'hiver. Alors, si vous avez décidé de succomber à l'achat d'un nouvel équipement, toujours privilégier des couleurs claires ou des couleurs fluo pour bien se rendre visible. Sécurité avant. Exactement, dans la circulation, il faut être visible. Et ensuite, ben voilà, sur l'équipement, c'est un petit peu près tout. Toujours privilégier un équipement spécial moto. Bien sûr. C'est hyper important. Bon, ben, la moto c'est bon, l'équipement c'est bon. Il y a le pilote parce qu'on est resté plusieurs mois sans rouler. On va reprendre nos marques, mais il faut y aller doucement. Tout à fait, c'est un peu comme la moto, hein. On peut être un peu rouillé, je vais dire, et donc c'est vérifier, trouver un parking et vérifier qu'on retrouve ses sensations. Il ne faut pas oublier qu'à moto, il n'y a pas de carrosserie qui nous protège et donc il n'y a pas de répartiteur non plus pour le frein. Donc l'idéal, c'est de trouver un espace adéquat. On peut mettre quelques cônes et alors effectuer un freinage d'urgence, des slaloms, l'exercice du 8 pour bien retrouver la maniabilité. C'est ça. Parce que si vous êtes confiant sur votre moto, ben vous en serez d'autant plus sûr. Bon, ben on va souhaiter évidemment une bonne reprise à tous les motards. Gaffe sur la route, comme on dit chez nous, hein, bien sûr. Et on se retrouve le mois prochain pour parler peut-être équipement. Exactement. Au mois prochain, Thierry.
Bon, Patrick, merci de m'avoir accueilli. On a passé un bon moment à évoquer des chouettes souvenirs, à parler de motos qui continuent à nous faire rêver. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'ici, nous sommes à Trois-Ponts. On est sur un axe emprunté par des milliers de motards tous les week-ends. On est sur la célèbre Nationale 66 Wallonne. Exactement. Ça ne s'invente pas quand Ça même de s'invente pas, de se trouver ici. On est à un jet de pierre du circuit de Francorchamps, Ouais, et on est à 10 minutes de Stavelot-Malmedy. Moi, je vous engage à venir jeter un petit coup d'œil sur tous les trésors qui se trouvent ici chez Patrick. C'est vraiment un endroit où vous allez avoir les yeux qui pétillent, et pourquoi pas peut-être acheter une moto de collection. Oui, tout à fait. Hein, et se faire plaisir pour avoir un bijou dans son garage. Moi, il me reste à vous souhaiter évidemment un excellent mois d'avril, de profiter des routes du soleil s'il y en a, d'essayer d'avoir le plus de liberté possible. On se retrouve dans un mois, et d'ici là, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait